44 pays ont signé le 21 mars dernier à Kigali l'accord qui devrait établir la zone de libre-échange continental. Un tournant historique pour certains, même si 11 pays, dont le Nigeria et l'Afrique du Sud, les deux plus grandes économies du continent, hésitent toujours. Une chose est certaine, les signatures de Kigali marquent incontestablement une nouvelle étape dans la marche du continent vers plus d'intégration. Mais on doit reconnaître que c'est maintenant que le plus dur commence, car 22 ratifications sont désormais nécessaires pour la mise en place de cette zone de libre-échange d'ici janvier 2019. Ce délai paraît-il réaliste? L'Union africaine d'ici là réussira-t-elle à convaincre les 11 États hésitants, notamment l'Afrique du Sud et le Nigeria? Comment expliquer ce scepticisme des deux plus importantes économies du continent? Entre autres questions auxquelles il va falloir répondre avec nos invités plus présents sur ce plateau, dans ce nouveau numéro de votre émission. Merci à vous de prendre une fois encore le rendez-vous. Le débat, c'est juste après ceci. Pour la discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Josaphat Amadidje. Bonjour. Économiste, vous êtes également analyste financier. Bienvenue. Merci. J'accueille également Albert Onlonkou. Bonjour. Bonjour, Christine. Vous êtes professeur agrégé d'économie à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Merci, professeur, d'avoir accepté l'invitation. Avant d'ouvrir la discussion, je nous propose de revivre l'ambiance de la clôture du dernier sommet de l'Union africaine, sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement à Kigali, sommet qui a consacré la signature de l'accord qui devrait créer la zone de libre-échange continentale. Voici les images. L'accord prévoyant la mise en place d'une zone de libre-échange continentale a été signé mercredi lors de la cérémonie de clôture du sommet extraordinaire de Kigali. Ce jour est historique après Addis Abeba en 1963, Abuja en 1991, Durban en 2002. Kigali marque une nouvelle étape dans notre marche vers plus d'intégration, a déclaré Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, lors de la cérémonie de clôture. Nous avons plus de 40 pays qui ont accepté de signer l'accord sur la zone de libre-échange sur 55. Nous pouvons être fiers du travail accompli, a-t-il déclaré. Sans plus de précision, les tests présentés par les dirigeants africains présents à Kigali sont l'aboutissement de 2 ans de consultations menées sous l'égide du président du Niger, Mahamadou Issoufou, en charge des travaux et des consultations depuis janvier 2016. 3 accords ont été signés mercredi, celui sur la zone de libre-échange, le protocole de libre circulation des personnes sur le continent et la déclaration de Kigali, déclaration solennelle de fin de sommet. Ce projet d'une zone de libre-échange continentale, une des pierres angulaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine, est en discussion depuis 2012 et avoisinerait 2500 milliards de dollars de PIB cumulés. We will be in a better position to leverage our growing strength. Nous serons mieux à même de tirer parti de notre force et de notre unité croissante pour défendre les intérêts légitimes de l'Afrique sur la scène internationale. Il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie de signature. Les délibérations d'aujourd'hui sont d'une importance cruciale alors que nous discutons des prochaines étapes de notre voyage vers l'Afrique que nous voulons. On our journey towards the Africa we want. L'intégration économique répond donc non seulement à une aspiration née du panafricanisme, mais aussi à un impératif pratique lié à la viabilité économique du continent. De fait, la tenue du présent sommet extraordinaire a soulevé une forte attente à travers le continent. Nos peuples, nos hommes et femmes d'affaires et nos jeunes en particulier n'en peuvent plus d'attendre de voir lever les barrières qui morcellent le continent, entravent son développement économique et perpétuent la misère, alors même que l'Afrique regorge de richesses. Mais le plus dur commence maintenant.
Selon le test signé mercredi, pour entrer en vigueur, le test devra être ratifié par un minimum de 22 pays. Ce chiffre a fait l'objet de longs débats en amont de la signature, certains pays comme l'Afrique du Sud étant réticents à un taux de ratification trop bas et privilégiant une exigence minimale de 2/3 d'États ayant ratifié le test avant sa mise en œuvre. L'objectif établi pour une rentrée de vigueur de l'accord est fixé à janvier 2019, un timing que plusieurs pays, à commencer par l'Afrique du Sud, jugent trop juste pour accomplir le processus de ratification, régler les questions juridiques en interne tout en préparant l'élection prévue pour 2019. Voilà, ce jour est historique. C'est la déclaration de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, lors de la cérémonie de clôture du sommet de l'Union africaine, qui a consacré la signature de l'accord créant la zone de libre-échange continentale. Professeur Albert Ranloncourt, est-ce que vous l'avez également ressenti de cette façon? Oui, bon, dire que c'est historique, c'est un peu trop, mais on peut penser que un projet qui a commencé depuis 2012 et qu'on a essayé de faire les négociations et que c'est vers la fin maintenant où on doit signer un accord. Là, en ce sens, on peut dire que c'est historique. Maintenant, signer l'accord quand ce n'est pas la fin de l'histoire et qu'il y a d'autres arrangements qui vont venir, c'est bien sûr historique, mais il faut qu'on travaille pour que ça ne soit pas un projet mort-né. Vous avez peur que cela soit un projet mort-né? Oui, puisque bon, d'abord, il y a la condition qu'il faut qu'au moins 22 pays signent. D'abord, tous les pays africains n'ont pas signé l'accord de libre-échange. C'est 44 sur 55. Après ça, maintenant, il faut que ceux qui ont signé, parmi eux, il y ait 22 au moins qui ratifient. Et ceux qui vont ratifier, il faut voir si c'est vraiment des économies significatives, puisque ils n'ont pas fondé l'accord sur, par exemple, le pourcentage de PIB. On peut dire que 50% des 2500 milliards de dollars de PIB doivent signer d'abord, mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont pris un État, une voix. Or, les États ne s'équivalent pas. Si ceux qui ont signé, c'est de petits États, ça peut ne pas avoir beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire, on va avoir 22 États, ça va rentrer en vigueur, mais ça n'aura pas d'impact significatif. Donc, c'est pourquoi il faut voir le projet, c'est-à-dire il faut être optimiste, mais en même temps ne pas trop exagérer. N'oublions pas que les pays comme le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, qui ne sont pas les moindres en matière d'économie sur le continent, ont déjà signé. Oui, il faut voir les économies, parce que quand tu prends les économies du Nord, du Maghreb par exemple, c'est des économies très développées. Vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc était déjà en train de taper la porte de la CEDEAO. Donc, à partir de ce moment, eux aussi sont en train de voir que ça peut les arranger. Donc, l'agression qu'ils avaient pour pouvoir vendre leurs produits en Afrique subsaharienne, ça ne va pas diminuer. Tout ce qui peut l'arranger, ça les arrange. C'est pourquoi les pays du Maghreb vont signer. Maintenant, est-ce que ça changera la donne favorablement pour les pays de l'Afrique subsaharienne? C'est ça la problématique. Josaphat Amadidje, 44 pays qui ont signé cet accord qui devrait créer la zone de libre-échange continentale. Un tournant historique, selon vous? Oui, c'est un tournant historique. C'est un tournant historique parce que l'Afrique aura un marché d'intégration, faciliter les échanges intra-régions. On va voir l'installation d'un nouveau marché. On va voir aussi à long terme qu'il n'y aura plus de barrières douanières. C'est bien, mais comme je l'avais dit la fois dernière, il y a des préalables. Et sans ces préalables, on ne peut pas aboutir à la création de la zone de libre-échange. Et c'est parce que ces préalables n'ont pas été faits qu'aujourd'hui il y a débat. Parce que 44 pays ont signé, je crois que ce n'est pas la fin. Il faut ratifier ces accords-là. Donc, il faut 22 pays pour ratifier ces accords. Alors, ces pays vont retourner à la source, faire des consultations. Et ces pays qui ont ratifié, je ne suis pas sûr que lorsqu'ils auront fait les consultations, que les opérateurs économiques, les apporteurs d'affaires, les investisseurs pourraient accepter la création de la zone de... Vous voulez dire que d'autres ont signé avant d'aller faire les consultations? Oui, certainement, parce que tout le monde n'a pas fait de consultation.
tout le monde n'a pas fait de consultation. Quand je prends par exemple le Niger, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu consultation. Au Togo, je ne crois pas qu'il y ait eu consultation. Mais on est allé, on a signé, et après on rendra compte au peuple. Donc ce qui n'est pas toujours bien. C'est ce qui est arrivé au Nigeria, qui n'a pas pu signer l'accord de libre-échange, parce qu'il faut reconnaître que le président Buhari, c'est un intégrateur. Il a commencé vers une marche d'intégration sous-régionale. Et il a décidé que cette zone de libre-échange existe. Mais à la dernière minute, pour faute de consultation, il n'a pas participé au sommet. Donc je crois que ce qu'ils devaient faire au préalable, ils ne l'ont pas fait et ils sont allés à la signature. Ils ont mis la charrue devant les bœufs. Exactement. Alors, 11 pays sur les 55 n'ont pas apposé leur signature sur cet accord qui doit créer la zone de libre-échange continentale. Je peux citer le Bénin, je peux citer le Botswana, je peux citer le Burundi, l'Érythrée, la Guinée-Bissau, le Lesotho, la Namibie, le Nigeria, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et la Zambie. Alors, quelle analyse, professeur, peut-on faire de ce lot de 11 hésitants? Oui, bon, d'abord, pour revenir un peu sur la signature, il faut dire que ce qui s'est passé à Kigali, c'est la signature. Maintenant, il faut la ratification des parlements. Ça, c'est une autre étape. Et on peut signer et le Parlement peut ne pas ratifier après. Le Parlement peut dire on doit faire les consultations nécessaires. Il faut que les différents secteurs, la société civile, le secteur privé, et que les syndicats, que tout ce monde-là soit d'accord d'abord avant qu'on ne ratifie. Et tant que vous ne ratifiez pas, c'est que vous n'êtes pas tenu par l'accord. C'est pourquoi on a dit il faut que 22 ratifient l'accord d'abord avant que ça n'entre en vigueur. Maintenant, pour revenir à votre question, à savoir que les pays qui n'ont pas signé, bon, c'est des pays qu'on peut classer dans plusieurs catégories. Évidemment, si nous prenons la zone UEMOA, par exemple, il y a 2 pays qui n'ont pas signé, c'est le Bénin et puis la Guinée-Bissau. Si on peut voir raisonnablement que pour la Guinée-Bissau, c'est peut-être à cause des problèmes de crise interne. Une crise politique. Interne. Au Bénin, par exemple, il faut bien fouiller pour connaître la position du Bénin. Parce que peut-être que le Bénin, en voyant ses relations intenses avec le Nigeria, et en voyant la position du Nigeria, se dit mais il faut que j'attende d'abord pour voir ce qui va se passer. Encore que ce que le Nigeria a dit, on n'a pas fait des études d'impact, on n'a pas fait des choses, on ne sait pas, puisque c'est quelque chose qui a commencé depuis 2012. On ne sait pas pourquoi dans l'agenda officiel, on n'a pas fait des études d'impact ex-ante pour dire cet accord-là, si ça arrive, voici les perdants, voici les gagnants, voici les systèmes de compensation qu'on doit mettre en place, voici comment on va régler un certain nombre de problèmes. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant 6 ans. On n'a rien fait. Et puis, les 2 dernières années, on a accéléré avec le président nigérien pour pouvoir mettre le truc en place. Donc, ça posait un problème. Maintenant, un pays comme le Bénin qui n'a pas signé dit le Nigeria n'a pas signé, il faut que je voie un peu le tenant et les aboutissants d'abord avant de signer. Maintenant, un pays comme le Nigeria, ils ont dit qu'ils veulent consulter leur secteur privé suffisamment parce qu'ils sentent que leur principal syndicat n'est pas d'accord. On peut comprendre parce que par rapport à cet accord, il y a la société civile qui avait déjà sonné l'alarme parce qu'il faut éviter ce qu'on appelle le dumping social, ce qu'on a toujours reproché à la Chine, où on a une main-d'œuvre qui n'est pas bien payée, qui est utilisée, le coût de main-d'œuvre est moins cher. Et par ricochet, vous avez des marchandises qui sont moins chères et vous pouvez aller sur d'autres pays, les conquérir, alors que dans ces pays-là, les droits sociaux sont respectés, ils ont des salaires plus chers. Donc ça posait un certain nombre de problèmes. C'est pourquoi le syndicat dit qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup d'abord pour que tout le monde ne soit pas dirigé vers le bas, c'est-à-dire que le droit social va prendre un coup et dans tous les pays, les gens ne vont plus respecter les lois. Maintenant, comme un pays comme l'Afrique du Sud, on peut entrevoir plusieurs raisons parce que c'est le pays le plus industrialisé de l'Afrique. Donc, il devait être très encouragé. On va certainement revenir au cas Afrique du Sud et au Nigeria à part. Josaphat Amadidje, vous avez vu ce lot de 11 pays qui n'ont pas signé, apposé leur signature sur cet accord qui doit créer la zone de libre-échange. Quelle analyse vous en faites? Je crois que quand on observe les 11 pays qui n'ont pas signé cet accord, la plupart sont des pays qui ont un port et qui servent généralement
les pays enclavés. Et leurs recettes sont basées généralement sur des recettes douanières. Donc, tout de suite se lancer dans un accord de libre-échange, les recettes fiscales vont baisser, c'est-à-dire les recettes douanières vont baisser. Donc, ils seront les plus perdants. Alors, il faut analyser les enjeux de cette signature. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il ne faut pas partir? Si nous partons, qu'est-ce que nous y gagnons? Qu'est-ce que nous y perdons? Et comment est-ce que nous allons compenser nos pertes? C'est en fait ce qui a amené ces pays à prendre une disposition de signer seulement la déclaration de Kigali, mais de ne pas signer l'accord de création de la zone de libre-échange. Donc, je crois qu'un pays comme le Bénin, à proximité du Nigeria, doit prendre les dispositions pour dissiper les inquiétudes, afin de pouvoir savoir comment se lancer. Le Nigeria, qui est la première puissance économique du continent africain, qui est réticent face à la signature, suite à l'implication du syndicat, et que le Bénin ne suive pas le Nigeria, ça pose problème. Parce qu'il a fallu qu'on déprécie le Naira et que le Bénin soit dans des problèmes. Si demain, on rentre dans une zone de libre-échange et que le Nigeria commence par utiliser le marché du Bénin, le Bénin perdra presque tout. Parce que nous n'avons pas de la main-d'œuvre, nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons pas d'infrastructures compétentes pour pouvoir concurrencer avec tous ceux-là qui vont avoir une ouverture sur notre marché. Voilà. Alors, je crois que le 18 mars dernier, vous avez, 72 heures quand même avant la signature de cet accord, vous avez lancé la lettre sur votre page Facebook, un post dans lequel vous avez appelé le président béninois et son staff économique à réfléchir sur les avantages et opportunités, risques et conséquences avant toute participation à la signature de cet accord créant la zone de libre-échange continentale. À l'arrivée, le Bénin n'a pas signé, comme vous l'avez souhaité. Votre cri d'alarme, certainement, a eu des échos. Je crois que ça a eu des échos, mais la fin, c'est que le chef de l'État a promis prendre des dispositions pour faire des consultations à tous les niveaux, au niveau de la société civile, au niveau des professeurs, au niveau des chercheurs, de la classe politique. Il a prévu faire des consultations avant le sommet qui aura lieu en juillet prochain. Je crois qu'il le fera bien pour que, s'il faut signer, on signe. S'il ne faut pas signer, on saura quelle disposition prendre. Alors, professeur Rankou, le Bénin qui ne signe pas, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas eu l'effet boule-neige par rapport au Nigeria? Oui, je l'expliquais tout à l'heure par rapport au Nigeria. Si le Nigeria ne signe pas, pourquoi le Bénin va se précipiter pour signer? Mais là aussi, il faut dire peut-être que c'est une réflexion de dernière minute pour dire nous ne comprenons pas très bien les tenants et les aboutissants, arrêtons-nous. Parce que quand on parle de pays qui sont frontaliers du Nigeria, il n'y a pas que le Bénin. Il y a le Cameroun. Il y a le Cameroun, il y a les pays qui ont du port comme le Cameroun, comme le Ghana, le Togo, et puis qui ont signé quand même. Donc, je crois que l'argument principal, c'est la relation du Bénin avec le Nigeria, où il y a quand même, je crois que 40% du commerce international, ça se fait avec le Nigeria. Donc, il faut faire extrêmement attention avant de signer. Tenez compte de cette corrélation économique entre les deux pays. C'est heureux, comme le disait tout à l'heure mon ami Josaphat, que le gouvernement ait pris l'engagement de consulter les parties prenantes, c'est-à-dire les syndicats, le secteur privé, le Parlement. Bon, le Parlement, il n'y a rien à faire, parce que si vous signez, ce n'est pas la fin. Vous êtes obligé de ratifier, ça doit passer par le Parlement. Mais les chercheurs vous disent, bon, dans cette affaire-là, qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que nous perdons? Est-ce que les instruments qui sont mis en place nous permettent de gagner en définitive? Et c'est à partir de ça qu'ils vont prendre la décision. Ce qui veut dire que, bon, on est tenu par un calendrier assez serré, par ce qui va se passer à Nouakchott prochainement. Il faut être préparé. Au mois de juillet. Au mois de juillet. Donc, il faut être préparé. Ça veut dire que, il ne suffit pas de dire on va faire des consultations. Il faut commencer ça immédiatement pour pouvoir prendre une décision à Nouakchott en juillet. Alors, la plupart des pays qui n'ont pas signé l'accord disent ne pas être contre le projet. Ils sont pour le projet, mais ils fustigent non seulement l'absence d'études d'impact et regrettent n'avoir pas été suffisamment consultés. Pensez-vous, comme ces pays, que les choses ont été un peu trop précipitées, les choses sont allées un peu trop vite et que les États, même ceux qui ont signé, même les signataires, ne sont pas forcément prêts? Bon, est-ce qu'il faut dire qu'ils ne sont pas forcément prêts?
ils sont prêts, mais ils n'ont pas utilisé le temps nécessaire pour faire le travail qu'il fallait faire. Parce que de 2012 à 2018, je crois qu'ils ont eu suffisamment de temps pour réfléchir sur la question, prendre les dispositions et qu'aujourd'hui, qu'on ne fasse pas pied de figure. Mais de 2012 à 2018, il a fallu la présidence du président du Niger pour que le travail soit accéléré. Donc, tout ce temps nous a permis juste de faire des petites consultations, de préparer le test, de préparer le document qu'il fallait signer, mais on n'a pas préparé les populations, on n'a pas préparé les États pour leur dire voici ce que vous y gagnez, voici ce que vous y perdez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour compenser vos pertes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour compenser tout ce que vous aurez à ne pas gagner dans vos affaires. C'est ce travail qui n'a pas été fait. Je crois que c'est ce débat qui a pris plus de temps à Kigali du 17 au 21. Ça a pris plus de temps avant même la signature de l'accord. Voilà. Professeur, manque... Oui, ça dit, parfois, dans nos pays, on ne sépare pas toujours les conditions idéologiques des conditions très économiques, très substantielles, comme tout ce qui concerne l'économie. Parce que tout le monde dit c'est bon que les Africains s'unissent, qu'ils s'engagent. Donc tout le monde est d'accord pour ça. Donc quand on parle de zone de libre-échange continentale, on n'allait pas trouver un seul pays qui va dire je ne veux pas ça. Mais ce que vous allez constater, c'est qu'automatiquement, quand on n'a parlé que des marchandises, mais déjà on a 44. Mais quand on a parlé des personnes, le nombre a encore diminué, 27. Il y a certains pays qui ne veulent pas qu'on ait libre circulation des personnes. Donc, l'idéal, effectivement, c'est depuis que l'idée a été agitée en 2012, de commanditer automatiquement une étude d'impact pour dire, voici, ce serait hypothétique puisque on est obligé d'anticiper. Pas depuis 2012, déjà depuis 91, quand c'était inscrit dans l'agenda 2063. Oui, on devait faire déjà des études pour dire, voilà, on a des économies qui ne sont pas très complémentaires, on produit les mêmes choses, on fait un certain nombre de choses. Lorsque on va faire une zone de libre-échange continentale, qui sont les perdants, qui sont les gagnants? Et c'est ça qui va pousser les États à mettre en place les instruments adéquats pour dire, si on fait ça comme ça, tel pays va perdre, et quand ce pays va perdre, comment on compense ce pays? Et puis ça permet de travailler aussi sur les instruments. C'est pourquoi moi, je suis quelque part pessimiste, parce qu'après, même si l'accord rentre en vigueur et rentre en exécution, ce qui va se passer, c'est qu'il faut définir un certain nombre de choses, comme les règles d'origine, par exemple, pour dire quelles sont les marchandises qui peuvent circuler librement. Parce qu'on ne va pas dire il faut que le Bénin importe de la Chine, exporte vers le Nigeria, ça ne va pas marcher. Ça doit être des produits d'origine béninoise. Maintenant, comment on vérifie tout ça? Comment on traite les questions de fraude? Comment on traite les questions de transport pour pouvoir faire un certain nombre de choses? Donc, ce qui fait que certains pays sont réticents en disant que nous ne sommes pas prêts, et d'autres disent on ne sera jamais prêt en mettant ça en place. Mettons ça en place, et puis on va voir comment ça. C'est ça qui fait aussi que le fait de n'avoir pas fait l'étude d'impact, je crois que c'est une grande faiblesse quand même avant de commencer par signer l'accord. Et certains pays n'ont pas manqué de noter cet aspect-là. Mais ça m'étonne quand même que ce soit des pays comme l'Afrique du Sud et le Nigeria qui quand même sont des pays qui locomotives et qui devaient quand même exiger au départ qu'on fasse ce genre de choses, qu'ils ne l'ont pas fait. Et que c'est maintenant qu'ils soulèvent cette question. Alors, quelque part, est-ce que ça ne donne pas raison à ceux-là qui ont toujours pensé que l'Afrique n'accorde pas assez d'importance aux planifications, aux recherches et tout? Ça leur donne raison. Il n'y a pas à réfléchir, ça leur donne forcément raison. Parce que on met la charrue avant les bœufs, c'est pas bien. Est-ce qu'on peut se développer sans planification, sans recherche et tout? On peut pas. C'est ça qui fait d'ailleurs que les autres se développent. Parce que ce qui fait que le PIB par tête s'accroît, c'est la technologie, c'est l'innovation, c'est la recherche pour avoir des produits nouveaux, pour avoir des produits de substitution, pour transformer les process. C'est ça qui fait que les pays se développent. Mais si on a une zone de libre-échange et que vous n'innovez pas, vous allez rester là et puis vous serez toujours en train d'importer des produits de la Chine et de l'Europe. Ça ne va pas marcher. Donc ça veut dire que la recherche et l'innovation sont extrêmement importantes. Et malheureusement,
Parfois, on a des chercheurs, parfois, on a un certain nombre de gens. Mais on n'utilise pas les outils. Mais on est toujours guidé par l'idéologie. Et puis, on prend les décisions. Et après, on dit, bon, OK, c'était pas peut-être la meilleure décision que nous devions prendre. Et à chaque fois, on recommence. Alors, s'il y a bien des pays qui devraient profiter en premier de cette zone de libre-échange continentale, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui sont respectivement la première puissance économique du continent et le pays le plus industrialisé du continent. Mais comment peut-on expliquer leur décision de ne pas signer cet accord? Bon, comme je vous l'avais dit, c'est un problème de consultation. Si vous ne consultez pas les apporteurs d'affaires, les opérateurs économiques, les chercheurs, les économistes, vous ne pourriez pas avoir les éléments nécessaires pour pouvoir soutenir votre croissance. Vous savez, le Nigeria a un seul produit d'exportation, le pétrole, qui est souvent brut. Donc le Nigeria aujourd'hui, qui se lance dans une zone de libre-échange, une ouverture vers les autres marchés, mais plusieurs marchés viendront conquérir son marché à un moment donné. Il n'aura plus la capacité d'avoir les flux qu'il avait l'habitude d'avoir sur les autres marchés. Il y a un important flux qui existe sur le marché béninois, qui provient déjà du marché nigérien. Avec l'arrivée de l'Algérie, par exemple, du Maroc, de la Tunisie, il y aura une perte. Donc, il faut analyser ces choses-là. Aujourd'hui, on a Aliko Dangote qui utilise le corridor. Mais le Bénin perd grande chose dedans. Mais demain, quand il y aura une grande ouverture dans le commerce de libre-échange, il y aura d'autres personnes qui vont intégrer ce marché avec Aliko Dangote. Mais est-ce que les produits de Aliko Dangote sont déjà faits pour concurrencer ces produits? Je crois que non. On a peut-être Sébastien Diavon qui, avec Kadiaf Common, est-ce que ces produits sont déjà faits pour concurrencer les autres produits qui viendront peut-être du Tchad, qui viendront peut-être de l'Angola, du Maroc, ainsi de suite? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que cette étude a été déjà faite? Donc, on prend chaque opérateur économique qu'on analyse. Est-ce que le marché que nous sommes en train de concevoir, est-ce que ce que nous sommes en train de mettre en place permettra à nos populations de redevenir ce qu'ils sont ou d'être plus forts que ce qu'ils étaient? Donc, c'est là le plus grand problème. Ces choses-là n'ont pas été faites avant qu'on intègre la signature de l'accord de la création de la zone de libre-échange. Alors, cette pression des syndicats du secteur privé au Nigeria sur le président Buhari de ne pas aller signer cet accord, est-elle justifiée selon vous, professeur? Qu'est-ce qu'ils craignent concrètement selon vous? Si nous prenons le Nigeria et l'Afrique du Sud, les deux sont dans un jeu stratégique en fait, parce que d'abord, le premier argument, c'est de dire, en dehors de la CEDEAO, où est-ce que le Nigeria exporte encore quelque chose? Et se dit, si je rentre dans une zone de libre-échange, peut-être avec l'Afrique du Sud, peut-être que les produits sud-africains vont envahir notre marché. Le marché de la CEDEAO. De la CEDEAO, et puis je vais perdre. Alors que ce que je suis en train de gagner déjà au niveau de la CEDEAO, c'est important. Et puis au niveau aussi, comme je dis, les syndicats, ils craignent ce qu'on appelle le dumping social, à savoir que là où le droit social n'est pas respecté, les gens produisent moins cher et qu'ils inondent le marché nigérien. Et que si les entreprises nigérianes veulent être compétitives, elles sont obligées de faire, en tout cas, de tirer les salaires vers le bas, et que ça risque de déstructurer leur économie. Mais quand vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, ils font pratiquement le même raisonnement aussi, en disant que si on prend les pays de la communauté de l'Afrique australe où nous sommes, et que nous exportons déjà des produits dans cette zone, qu'est-ce que nous exportons dans d'autres parties africaines, et qui va faire que, on va bénéficier de ça là. Donc réfléchissons un peu pour voir est-ce qu'on peut vraiment conquérir ces marchés-là en dehors de ce que nous faisons déjà, et tout en protégeant notre marché. Et puis quand tu vois l'économie sud-africaine aussi, ils peuvent craindre aussi pour l'emploi, parce que ils vont se dire, dans notre économie, il y a une majorité noire qui se trouve dans des conditions précaires. Maintenant, et dont nous voulons améliorer les conditions, si nous rentrons dans cet accord de libre-échange, est-ce que ça ne va pas toucher encore plus les Noirs, puisque nous allons vouloir être plus compétitifs, et à partir de ce moment,
on risque de brimer plus encore les Noirs, la majorité noire qui est là-bas. Donc, les gens, ils ont réfléchi sur plusieurs aspects. En conclusion, ce que je vais dire, bien que les États, en tout cas, bien que ceux qui veulent mettre en place la zone de libre-échange continentale n'aient pas fait d'études d'impact, chaque pays à l'intérieur a réfléchi au moins de façon sommaire à la question. Vous dites, mais quel impact cela peut avoir sur moi? Et c'est à partir de ce moment-là que dans un jeu stratégique, chacun prend sa décision en disant, je ne suis pas encore prêt. L'idée est bonne, on veut libérer le continent africain afin que notre économie soit diversifiée, afin qu'on soit développé, afin qu'on réponde d'une seule voix au niveau international, mais nous ne sommes pas prêts en tant qu'individus. Il faut qu'on réfléchisse. Et je crois que c'est un jeu stratégique que les deux grands pays du continent sont en train de jouer. Oui. Alors justement, quel impact peut avoir l'absence de ces deux pays, le Nigeria et l'Afrique du Sud, sur la mise en œuvre effective de cette zone de libre-échange continentale? Oui, ça peut avoir un grand impact. Ce sont les deux. Je ne vais pas calculer quel est le pourcentage des 2500 milliards que ça fait, mais c'est les deux grandes économies. Donc, quand vous avez 22 petits pays, par exemple, qui ratifient l'accord et ça rentre en vigueur, ça n'aura pas d'impact tant que ces pays-là ne rentrent pas dedans, même s'il y a l'Égypte, l'Algérie, et peut-être le Kenya, dans une certaine mesure le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Mais si ces pays-là ne signent pas, ça va avoir d'impact. Parce qu'à l'intérieur de leur zone, ces pays seront toujours en train d'exploiter ces marchés, puisque dans la CEDEAO, on a déjà une union douanière, et c'est la même chose aussi au niveau de la communauté de l'Afrique australe. Donc, à partir de ce moment, ces pays-là vont exploiter leur zone, vont concurrencer fortement les autres pays qui ont signé l'accord dans leur zone, mais ne vont pas donner des avantages à ces pays-là qui ont signé. Donc, à partir de ce moment, l'accord n'aura pas trop d'effet avec ce que moi je suis en train de penser. Josaphat, pensez-vous que la stratégie réside là, profiter pleinement de leur zone et ne pas forcément concéder quelque chose à ceux qui signent cet accord de zone de libre-échange? Oui, exactement, parce que le projet voulait l'accroissement d'un PIB à 2500 milliards. Je crois que si 22 pays donnent un PIB de 2500 milliards et que 3 pays participent à l'accord et donnent un PIB de 2500 milliards, je crois que c'est plus avantageux de travailler avec ces 3 pays. Maintenant, les 3 pays, quand on prend peut-être le Nigeria, l'Afrique du Sud qui émerge beaucoup dans l'Afrique australe et qui sert la partie sud jusqu'au niveau de l'Angola, et le Nigeria qui sert le Bénin, la sous-région. Donc, ils ont une grande part du marché sans déjà l'accord de libre-échange. Maintenant, en intégrant l'accord de libre-échange, ils auront d'autres vertus qui vont percer sur le marché. Mais ils n'auront pas la capacité de faire les bénéfices qu'ils avaient l'habitude de le faire. Donc, ils seront toujours perdants. Donc, ils veulent profiter déjà de cette zone qui existe déjà, c'est-à-dire la CEDEAO, l'union douanière que nous avons, la libre circulation qui n'existe pas en réalité dans cette CEDEAO, mais qui les avantage déjà à travers le commerce intra-africain, sous-régional qu'ils ont l'habitude de faire. Exactement ce que fait l'Afrique du Sud, parce que nous sommes dans une guerre économique. Et si, vous allez voir, si c'était que le Nigeria s'était engagé, l'Afrique du Sud allait s'engager. Mais parce que le Nigeria n'a pas apposé sa signature, l'Afrique du Sud aussi a refusé de apposer sa signature, parce que ce sont les 2 plus grandes économies qui se disputent le continent. Et personne n'a droit à l'erreur. Si le Nigeria fait l'erreur, l'Afrique du Sud va prendre sa place. Si l'Afrique du Sud fait l'erreur, c'est le Nigeria qui prendra sa place. Et c'est dans cette analyse qu'ils sont en train de se chercher l'un derrière l'autre et ils n'ont pas signé l'accord. L'Afrique du Sud qui n'a pas signé parce que le Nigeria n'a pas signé, vous êtes de cet avis également, professeur? Oui, de toutes les manières, que les deux se surveillent. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont dans un jeu stratégique. Chacun surveille le comportement de l'autre. On peut anticiper, on ne sait pas, mais effectivement, peut-être que si Buhari n'avait pas fait cette déclaration 3 jours avant le 21 mars, peut-être que Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, était là-bas. Donc, peut-être que si le Nigeria signait, effectivement, ils allaient signer
mais quand le Nigeria a déjà pris les devants, a joué en premier en disant moi je ne signe pas, l'Afrique du Sud dit moi aussi je ne signe pas. L'effet boule neige également. Alors nous allons évoluer dans ce débat après la signature de l'accord prévoyant la création de la zone de libre-échange continentale. Le plus dur reste à venir. C'est l'entrée en vigueur, on l'a souligné tantôt. Et pour atteindre cet objectif, il faut que 22 pays signataires ratifient sur le plan national. L'objectif de l'entrée en vigueur de l'accord, c'est d'ici janvier 2019 ou au plus tard dans 18 mois selon ce que le président nigérien qui pilote le projet a déclaré dans une interview à Jeune Afrique. Des délais objectifs selon vous, professeur? Oui, bon, ça dépend parce que si on est effectivement dans des pays démocratiques où le Parlement a la parole, où le Parlement consulte, on peut penser que le délai est un peu court parce que quand vous allez mettre les procédures en place, le Parlement peut dire je ne suis pas d'accord avec l'accord et refuse de ratifier. Ou bien vous allez prendre suffisamment de temps pour les convaincre. C'est d'ailleurs l'argument que l'Afrique du Sud a avancé en disant que quand je vois le processus législatif chez nous en Afrique du Sud, je ne pense pas que ça puisse marcher maintenant. Et puis, ils savent que Cyril Ramaphosa, il a des élections l'année prochaine. Bon, il sait que s'il fait de faux pas et qu'il s'y mène des accords qui ne sont pas intéressants pour les Sud-Africains, les gens risquent de lui créer des problèmes. Il y a des paramètres politiques également. Donc, il y a des paramètres, il y a des agendas personnels qui font qu'il y a certains qui ne s'engagent pas non plus. Donc, ça dépend, mais dans... Même chose du côté du Nigeria, le oui, président Buhari qui a eu une élection, l'élection générale en vue. Même s'il n'est pas candidat ou je ne sais pas quoi, mais il sait que son camp peut dire, son parti peut dire, mais ne perdons pas les élections parce que nous allons prendre des décisions qui ne sont pas de bonnes décisions. Donc il y a tous ces paramètres-là que les gens intègrent. Mais dans les pays où le président a la majorité au Parlement, où le Parlement ne discute pas trop, même si on leur dit dans une semaine, il faut que le Parlement ratifie, peut-être que le Parlement va ratifier. Mais dans d'autres problèmes, il y aura vraiment des discussions démocratiques qui vont rapprocher plus le projet des citoyens. Et les citoyens vont maintenant fouiller pour voir est-ce que ça nous arrange ou pas. Donc, on ne peut pas rester... Bon, les 22 pays, pour moi, on peut les obtenir, puisque, les pays qui ont signé 22 sur 44, on peut bien les obtenir. Mais ce que je crains, c'est l'effectivité de l'accord. En tout cas, qu'est-ce que ça va apporter concrètement s'il y a 22 petits pays qui signent et qui ne représentent pas grand-chose au niveau du commerce intra-africain. Oui. Joseph Amadidja. Je vois que c'est difficile d'obtenir les 22 signatures si les Africains comprenaient réellement que le monde est en train de changer et que dans la concurrence, il n'y a pas de place pour les faibles. Si les faibles ne comprennent pas que nous sommes dans une guerre économique et qu'il faut jouer avec la géostratégie, ils vont signer cet accord et on aura facilement les 22 signatures. Avec les 22 ratifications, il n'est pas sûr que nous ayons la zone de libre-échange dont nous avions rêvé. Donc, il faudrait que l'Union africaine permette aux chefs d'État de faire de véritables consultations. Parce qu'en 9 mois, je ne crois pas qu'une consultation sérieuse peut être faite. Parce que l'Afrique du Sud a des élections qui se pointent à l'horizon. Donc l'Afrique du Sud n'aura pas de chance à faire des vraies consultations avant juillet 2018. Après juillet 2018, nous avions janvier 2019. Donc avant janvier 2019, on n'a pas la chance d'avoir des pays qui ratifient cet accord, c'est-à-dire les pays qui ont un poids dans l'économie du continent ratifient cet accord-là. Quand on prend par exemple le Nigeria également, je crois qu'avec la crise au Nigeria, on n'a pas la chance de voir le Nigeria ratifier cet accord avant janvier 2019. Voilà. Ensuite, quand on prend les différents autres pays, quand on prend l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, vous savez, les pays maghrébiens, ils ont envie aujourd'hui d'intégrer le marché noir. Donc, ils vont ratifier cet accord simplement parce qu'ils ont envie d'intégrer notre marché. Le Maroc va simplement ratifier cet accord en moins d'une semaine, en moins de 2 semaines, parce qu'ils ont envie d'intégrer notre marché sous-régional. Donc, avec eux, il n'y aura pas grand problème. Mais les pays qui font le poids dans le développement économique du continent africain ne pourront pas avoir le temps nécessaire pour ratifier cet accord. Donc, je voudrais demander à l'Union africaine
de monter un peu la barre jusqu'au premier trimestre 2019, si possible. Oui, mais ils l'ont dit, soit le 1er janvier, soit janvier 2019, soit au plus tard, dans 18 mois. Donc, je crois que la marge n'est quand même pas limitée. C'est tenable. Alors, jusque-là, on ne parle pas beaucoup des barrières non tarifaires. On ne parle pas beaucoup des infrastructures. On ne parle pas beaucoup de l'énergie qui coûte cher sur le continent et qui constitue un handicap pour l'industrialisation. Ce sont des problèmes à aborder. On a comme l'impression que jusque-là, on est resté sur des questions de forme et qu'il y a des questions de fond qui jusque-là ne sont pas abordées, professeur. Oui, vous avez posé deux problèmes. Il y a le problème des infrastructures et le problème des barrières non tarifaires. Je crois qu'il y a deux arguments. Certains disent que si on ne lève pas les problèmes d'infrastructure, il vaut mieux pas s'aventurer dans ce projet de zone de libre-échange. D'autres disent non, mais qu'en le faisant et en boostant la demande intra-africaine, cela va permettre de mettre en place ces infrastructures progressivement et que ça va servir l'économie africaine. Et je crois que ceux qui ont semblé gagner à Kigali, c'est ceux qui ont dit, bon, il faut mettre ça en place et puis après, on va voir le reste. Maintenant, les barrières non tarifaires... Ils ont gagné, mais est-ce que forcément la raison est de ce côté? Oui, mais c'est ça que je dis. On va attendre ce qui va se passer. Parce que le fait que le Nigeria n'ait pas signé et l'Afrique du Sud n'ait pas signé, s'ils tiennent leur engagement jusqu'à Nouakchott et continuent de ne pas signer, peut-être que certains pays ne vont même pas ratifier l'accord. Ils vont dire, bon, si le Nigeria ne signe pas, l'Afrique du Sud ne signe pas, je ne sais pas. Et tant qu'on ne ratifie pas, tant que le Parlement ne donne pas suite à l'accord, ça ne rentre pas en vigueur. Ou les pays qui ne ratifieront pas ne seront pas impliqués dans cette zone de libre-échange. Maintenant, quant aux barrières non tarifaires, c'est un côté que les gens oublient généralement. Parce que quand on parle de commerce intra-africain, on dit quels sont les produits qui sont fabriqués en Afrique et qui vont être vendus en Afrique. Donc, il y a cette certification d'origine qu'il faut faire pour être sûr que un produit que le Bénin exporte vers le Nigeria est un produit fabriqué au Bénin, tout au moins à un certain pourcentage, et que ce n'est pas un produit qui est importé de la Chine et qui est redirigé vers le marché nigérien. Et là aussi, ça c'est le gros problème qui vont se poser. Et il faut pouvoir mettre en place des mécanismes de sanction, des mécanismes de surveillance et éventuellement aussi des mécanismes de compensation. Quand j'ai lu la documentation sur ça, je n'ai même pas vu le mécanisme de compensation, ils ont parlé de mécanisme de sanction. Mais ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre d'outils, d'instruments qu'il faut mettre en place aussi pour pouvoir lutter contre les barrières non tarifaires. Parce que les gens, ils vont accepter vendre chez vous, mais après, quand vous voulez vendre chez eux, ils vont dire, ah non, ce n'est pas d'origine, ça ne respecte pas les principes de santé, et puis, etc., etc. Et les pays qui peuvent le faire le plus, ce sont encore les grands pays, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, etc. Donc, il faut faire extrêmement attention. Ce qui veut dire que, comme on dit toujours, le problème a été posé à Kigali, et puis on a essayé de trouver une certaine solution, mais c'est maintenant qu'il faut construire la véritable solution, en mettant en place les principaux instruments. Joseph Atamadidje, très rapidement, nous sommes presque à la fin. Oui, c'est la question qui devait être réellement abordée, même avant la signature de cet accord. C'était la principale, mais elle n'avait pas été abordée, elle n'a pas été abordée, elle restera non abordée jusqu'à la fin. Parce que les chefs d'État n'ont toujours pas réfléchi sur l'importance de leur économie. Aujourd'hui, nous avons une ouverture sur le marché. Par exemple, le Bénin, qui a une seule société de fourniture d'électricité, qui n'arrive pas à fournir en réalité de l'électricité à tous les Béninois. Elle gagne une grande part du marché à travers la fourniture d'électricité. Mais demain, l'Afrique du Sud peut envoyer une nouvelle société de fourniture d'électricité. Mais le Bénin va commencer par perdre. Mais qu'est-ce qui va compenser cette perte-là que le Bénin aura dans le domaine de l'électricité? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la mise en place de nouvelles infrastructures. Or, ces infrastructures pourraient être mises en place à partir des recettes que nous avons, des activités que nous menons. Maintenant que ces activités n'auront plus la capacité de financer ces infrastructures, nous allons rester sans infrastructures jusqu'à l'avènement de la zone de libre-échange et même après
la zone de libre-échange, nous n'aurons jamais d'infrastructure. Donc c'est un préalable. Je crois que ceux-là, l'Europe qui n'a pas mis en réalité une zone de libre-échange, mais qui existe de façon virtuelle, elle a préparé d'abord ses infrastructures. C'est ce que nous devrions d'abord faire. Préparer nos infrastructures à recevoir les autres. Sans infrastructure, on ne pourra même pas permettre aux autres de circuler librement. Parce que s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de voie, et l'accord existe, les personnes ne pourront pas circuler, les marchandises ne pourront pas également circuler. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Josaphat Amadidié, économiste, analyste financier. Albert Ononkou, professeur agrégé d'économie à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi une fois encore d'avoir été en votre compagnie. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA.